Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Bonsoir Antoine Fouché. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin ce soir dans Ça vous regarde. Vous êtes l'auteur le plus lu du monde politique en ce moment. Il vous rencontre de droite comme de gauche pour évoquer Sortir du travail qui ne paie plus aux éditions de l'Aube. On va y revenir. Ce livre inspire jusqu'au président de la République qui cherche à consulter les Français. On y revient dans le détail. Pourquoi faut-il enfin taxer un peu moins le travail tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais d'abord, Elon Musk, le liquidateur. En quelques semaines, le milliardaire américain a fait main basse sur l'administration fédérale et a sabré à tout va dans les budgets de l'État. Sans véritable mandat légal, jusqu'où peut aller son pouvoir de cost killer? La résistance s'organise au niveau judiciaire aux États-Unis. Nous en débattons dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Enfin, ce sera la séance de rattrapage, comme chaque vendredi, la polémique Richard Ferrand, la nouvelle censure la semaine prochaine qui arrive, décryptage de la semaine à l'Assemblée pour mieux se projeter sur le Palais Bourbon avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. On y va, Antoine Fouché, ça vous regarde? On y va. Générique. Des douzaines de milliers de fonctionnaires fédéraux licenciés, 75 000 déjà, ont remis leur démission dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Une quinzaine d'agences ciblées. On va y revenir dans le détail, mais c'est peu dire qu'Elon Musk a évidemment s'est attelé avec vigueur pour réduire le train de vie de l'État. C'est un grand ménage, c'est un ménage rapide, brutal, qui passe aussi par la prise de contrôle du système de paiement du Trésor américain. On va vous expliquer parce que derrière les économies affichées, eh bien, se dessine une véritable bataille idéologique. Bonsoir Majoré Paillon. Bonsoir bien. Merci d'être là, journaliste spécialiste des États-Unis et de la tech. Bonsoir Fabrice Epelboin. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes enseignant à Sciences Po, entrepreneur et spécialiste du numérique. Enfin, bonsoir Emmanuel Botta. Bonsoir. Ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Capital et co-auteur avec Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, c'était en 2023 chez Robert Laffont. Je suis sûre que ça vous intéresse ce débat. Vous avez travaillé au ministère du Travail. En voilà un que veut notamment sabrer Elon Musk. Donc, et Antoine Fouché, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap de Bruno Donnet. Et bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, Elon Musk s'invite absolument partout. Partout et d'abord à la Maison-Blanche, Myriam. Vous avez probablement vu passer cette couverture de Time qui s'est amusé à imaginer Elon Musk au bureau présidentiel. Eh bien, il y a 2 jours, il est allé beaucoup plus vite que la musique puisqu'il s'est carrément pointé dans le bureau ovale avec son plus jeune fils, il s'appelle X, sur ses épaules. Est-ce que ça va, X? Voici X. C'est un gars génial, avec un QI élevé. Son QI à lui est unique. Voilà une image qui en rappelle bien sûr une autre, celle du président Kennedy et qui raconte la place absolument centrale qu'entend occuper Elon Musk, nommé par Donald Trump à la tête d'un département baptisé Doge. Quel est l'objectif de Doge ? Qui est aussi un objectif important de cette présidence, eh bien c'est tout simplement de restaurer la démocratie. Alors Doge, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le Department of Government Efficiency, en français le département de l'efficacité gouvernementale, qui s'est donné pour mission de traquer les dépenses de l'administration américaine afin d'éviter un grand péril, la faillite de l'État. Nous avons un déficit de 2000 milliards de dollars et si nous ne faisons rien pour le combler, notre pays va droit vers la faillite. Voilà, le hic, c'est que si l'on en croit les révélations du magazine américain Wired, les membres de l'équipe Doge sont absolument partout et sont surtout de très jeunes gens, des Doge Kids, qui sont âgés de 19 à 24 ans et qui s'autorisent, Myriam, des méthodes plus que limites. Alors, que reproche-t-on exactement aux Doge Kids, Bruno? Eh bien, d'aller nettement trop loin, Myriam. Ils ont d'abord annoncé des licenciements massifs de fonctionnaires, procédé à des coupes budgétaires drastiques et
piller des données informatiques. Ils bénéficient par exemple d'un accès à tous les ordinateurs des agences fédérales. Ils ont même pris le contrôle du Trésor américain au point de déclencher la colère des juges. Alors l'un d'entre eux a suspendu l'accès aux informations fiscales de l'équipe Dodge et un autre a annulé cet après-midi même le gel des crédits à l'USAID. Et puis enfin, des manifestations de colère de hauts fonctionnaires ont également vu le jour un peu partout. Vendredi dernier, Elon Musk a obtenu l'accès par la force au système de paiement du ministère du Trésor et aux informations les plus sensibles sur pratiquement tous les citoyens américains. Mais qu'importe les manifs, Musk persiste et signe. Il a affirmé avant-hier, sans toutefois en apporter la plus petite preuve, qu'une fonctionnaire aurait détourné, tenez-vous bien, 30 millions de dollars. Et il explique que l'administration américaine est gangrénée par la fraude et la corruption. Nous trouvons assez étrange qu'un certain nombre de personnes dans la bureaucratie aient un salaire de quelques centaines de milliers de dollars, mais qui pourtant parviennent à accumuler des dizaines de millions de dollars. La réalité, c'est qu'ils s'enrichissent aux frais du contribuable. Voilà, Elon Musk traque les conflits d'intérêts et la corruption tous azimuts. Toutefois, son réseau social X vient tout juste d'accepter de verser 10 millions de dollars à qui ? À Donald Trump pour le dédommager de la suspension de son compte Twitter en 2021. De là, ma chère Myriam, de reprocher aux autres ses propres turpitudes. Merci beaucoup. Merci Bruno pour ce récap. Donc c'est une purge, on peut le dire comme ça, sans précédent. On a vu les fonctionnaires manifester, on a vu les démocrates crier au coup d'État. On va y revenir sur la partie Trésor américain, système de paiement. L'ampleur du choc aux États-Unis, quel est-il ? Marjorie Paillon, les Américains ont-ils voté pour ça ? Les Américains ont voté pour un programme, en tout cas, s'ils n'en avaient pas entendu parler de cette façon-là. Pourtant, et Donald Trump en a parlé lors de ses meetings sans toutefois reconnaître des liens vraiment affirmés avec les auteurs de ce programme. Ça s'appelle Project 25 et c'était rédigé par la Heritage Foundation, qui est un think tank extrêmement conservateur et très à droite aux États-Unis. Vous savez que quand on investit un candidat à l'élection présidentielle, on l'investit par rapport à ce qu'on appelle une plateforme aux États-Unis, par rapport à un programme. Et donc, pendant notamment la convention qui a porté Donald Trump comme nominé du Parti républicain, ils ont dû, ces républicains, ces délégués républicains en l'occurrence, s'accorder sur cette plateforme qui est entièrement rédigée à partir de ce fameux projet 2025. Projet 2025 en soi, c'est la transcription d'un programme politique porté par la droite évangélique et porté par une certaine conception du libertarianisme qui veut qu'il y ait le moins d'État possible et le plus de liberté rendue aux citoyens. On va y venir dans un instant parce qu'il y a d'autres grands géants de la tech comme Peter Thiel derrière cette idéologie ou cette vision de l'économie du moins d'État possible. Mais même si celles et ceux qui ont voté pour Donald Trump ne sont pas fondamentalement libertariens, en l'occurrence, ils ont quand même voté pour que ce programme soit ensuite mis en œuvre. Donc on a affaire à une opposition démocrate aujourd'hui qui est assez atone, qui n'arrive pas réellement à choisir ses combats, qui n'arrive pas réellement à choisir les nouvelles valeurs qu'elle a envie de porter pour une certaine Amérique en tout cas, qui va devoir se mettre en marche pour les élections de mi-mandat qui arrivent très très vite maintenant, qui est noyée en 2026, aussi sous les annonces choc. Et qui finalement donne un petit peu la main sur cette opposition à ces juges, on les voit, qui portent évidemment des affaires contre Elon Musk et contre les premiers pas de cette administration Trump. Et finalement, voilà, cette opposition, elle est un peu relayée au plan judiciaire parce que pour l'instant, en l'occurrence, le législatif ne peut pas faire grand-chose. Alors, pour bien comprendre, Emmanuel Botta, comment ça fonctionne, ce ministère de l'efficacité gouvernementale, ce DOGE, il y a les budgets des ministères qu'ils suppriment, l'éducation nationale. Il y a les agences, et puis il y a un plan de départ volontaire, et il offre 8 mois de salaire en échange de la démission. Comment ça s'articule tout ça ? On a l'impression que là, pour l'instant, il tape un peu tout azimut. C'est une espèce de stratégie de l'encerclement, puis aussi, j'allais dire, une stratégie un peu blast, quoi. Enfin, ce que les GIGN appellent la stratégie blast, c'est-à-dire qu'on frappe très très fort, l'effet de souffle qui fait qu'effectivement, les gens ne savent plus vraiment quoi faire, et dans le doute, sachant qu'aux États-Unis, 8 mois, c'est énorme. Vous pouvez partir de salaire, c'est très important. Et ça donc, fait partir déjà 75 000 fonctionnaires, et Musk et Trump trouvent que ce n'est pas assez. Ils sont un peu déçus par le chiffre. Qui se disent effectivement, de toute façon, face aux deux, là, de toute façon, on va perdre notre job, donc autant partir maintenant, au moins on aura
toute petite enveloppe financière. Dans le même temps, il est en train d'essayer de déréguler, c'est-à-dire il veut abattre, il l'a dit très clairement, toutes les agences de régulation, tout simplement parce que c'est des agences qui sont en plus en train d'enquêter sur ses propres entreprises. Donc. C'est ça, expliquez-nous, parce qu'en fait, les ciblages d'agences ne sont pas choisis au hasard. Il y a l'écologie, il y a tout ce qui relevait de, entre guillemets, le progressisme, il y a aussi les ressources humaines. Comment elles sont définies, ces agences? L'environnement. Juste sur l'environnement, après je vous laisse sur l'environnement, là pour le coup c'est assez clair en fait. On sait que cette agence enquêtait, enfin il y avait plusieurs enquêtes de cette agence sur SpaceX parce que le pas de tir de SpaceX, pour l'avoir visité moi quand on avait fait ce livre, est plein de milieu d'une réserve naturelle et donc avec des multitudes de plaintes. Enfin, ça paraît délirant, en France ça ne serait pas possible parce qu'à chaque fois qu'il y a une explosion, forcément il y en a à peu près partout et il y a notamment une espèce de tortue extrêmement rare. Bref, il y a plein d'enquêtes en cours qui le mettent à mal. Il a un mandat légal pour agir. Quelle est sa légitimité? Il ne fait pas partie de l'administration Trump à proprement parler. On peut s'interroger, qu'est-ce que c'est que ce Trump Musk qui est en train de se mettre en œuvre? Est-ce qu'il a les manettes de façon démocratique? C'est pas une surprise, hein. Il faisait clairement l'équivalent d'un duo avec Vance, mais Vance est d'une part son candidat. Avec J.D. Vance, le vice-président, et son candidat. Mais par ailleurs, il était clair et net qu'il allait avoir un rôle lors de la campagne et que ce rôle porterait sur une opération de cost-cutting comme les États-Unis n'en ont jamais connu. Donc, quelque part, les électeurs américains ont voté pour ça. C'était clairement annoncé. Ça fait partie du MAGA. Ça fait partie du MAGA. Après, il y a effectivement une agence qui n'en est pas une, qui est à l'extérieur du gouvernement, parce qu'à l'intérieur, les conflits d'intérêts seraient tellement massifs que légalement, je pense que ça ne tiendrait pas la route. Mais il se construit quelque chose qui est temporaire. Hein. Doge, c'est là. Quand vous dites le Doge, c'est une agence en soi? Comment on peut qualifier le Doge, en fait? Alors, il joue sciemment sur cette confusion entre départements qui serait relié à l'administration et un département extérieur à l'administration. Encore une fois, comme Fabrice le dit, si ce département avait été intégré constitutionnellement à l'administration Trump, Elon Musk aurait dû se départir. Trop de conflits d'intérêts. Trop de conflits d'intérêts, d'accord. C'est pour ça qu'il est à la tête de ce département en dehors. C'est un État dans l'État, si j'ose dire, Doge aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il s'appelle Doge, c'est uniquement parce que ça fait énormément rire, à l'occurrence Elon Musk, de faire une blague de nerd absolu, de geek total, puisque Doge, c'est l'acronyme de la crypto que lui promeut depuis des mois et des mois sur X en l'occurrence, et des années. Oui, même de façon totalement trollesque, hein, sans même intention de faire pratiquement de l'argent. Il a un vrai talent pour manipuler les marchés. Ce qui le concerne, ce Tesla, il a eu d'ailleurs nombreux procès là-dessus, mais aussi, juste pour rigoler, des crypto-monnaies qui sont totalement absurdes, la Dogecoin, et qui ont effectivement connu des fluctuations phénoménales au fur et à mesure des caprices d'Elon Musk et des tweets d'Elon Musk. En même temps, quand on regarde, on est au début, hein, ça fait 15 jours, mais déjà, il réduit un peu la voilure. Bon, l'objectif au départ, c'était de mettre à néant le déficit, à zéro, donc 2000 milliards. Maintenant, il est plus que sur 1000 milliards. Il a dit quand même que ça ne pourrait pas se faire tout de suite. Est-ce que c'est ça aussi la méthode Musk et Trump, c'est-à-dire on éclate le débat public avec des objectifs qu'on réduit progressivement? On ouvre tout simplement les fenêtres d'Overton les unes après les autres, jusqu'à se mettre dans le précipice carrément. C'est vraiment, et Emmanuel vous en parlait tout à l'heure, c'est vraiment cette technique du shock and awe. C'est vraiment le fait de choquer et ensuite de pouvoir, choc et stupeur, de pouvoir finalement faire que tout le monde est tellement abasourdi par cette succession d'annonces que finalement on se dit que plus c'est gros, plus ça passe. L'annonce d'après et surtout ce qui est réellement mis en œuvre par l'administration Trump au moment où on se parle dans les faits, finalement passe plus facilement. Un exemple tout simple, et la raison pour laquelle il faut surtout essayer au maximum, nous en tout cas en plateau et journalistes, essayer de ne pas se laisser avoir par les écrans de fumée que sont en ce moment Elon Musk notamment et Donald Trump dans un certain ordre. La personne qui est vraiment en train de mettre à mal l'administration aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Stephen Vogt et qui est le
auteur de Project 25. C'est un membre de la Heritage Foundation qui a été nommé très officiellement patron de l'Office du budget et du management. Ça a l'air hyper rébarbatif comme ça, sauf que OBM, cet office-là, en l'occurrence, il a réellement la main mise sur tous les agents fédéraux et peut, à ce moment-là, attribuer des budgets différents à chacun d'entre eux. Ce qui permet à Elon Musk et ses Musketeers, Bruno en parlait tout à l'heure, de pouvoir justement opérer une intrusion dans un système de données. Ça, c'est ce qui est reproché par 19 procureurs généraux à l'équipe de Doge. C'est justement le fait qu'il y a des personnes absolument conscientes de ce qu'elles font, absolument au fait du programme sur lequel Donald Trump a été élu parce qu'elles l'ont rédigé elles-mêmes et qui peuvent le mettre en place de façon méthodique. Donc finalement, ce n'est pas lui le véritable co-killer, c'est ce que vous nous dites. Oui et non. En fait, Fabrice. Elon Musk... Il n'est pas tout seul. Oui, il n'est pas tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de sidération face à des révélations de dépenses totalement absurdes ou qui posent des questions fondamentales. Je pense typiquement le financement des recherches biomédicales au laboratoire de Wuhan, dirigé par Anthony Fauci, qui a géré la crise Covid et qui a financé des recherches médicales entre 2014 et 2019, ça pose énormément de questions. Et ça pose également des questions sur la façon dont a été gérée cette crise Covid et la façon dont on a évité de porter trop d'attention. Et on a dissuadé qui que ce soit de porter trop d'attention sur ce laboratoire de Wuhan. Il y a des financements totalement ahurissants. La reprise de la culture du pavot en Afghanistan. On se demande quel est le but humanitaire. Alors, c'est vrai qu'USAID, il y a pas mal d'actions humanitaires. Donc là, vous nous dites, au contraire, ça méritait d'être nettoyé. Ça méritait non seulement d'être nettoyé, mais ça pose des questions fondamentales auxquelles les responsables de l'époque vont devoir répondre devant des commissions d'enquête. Et ça choque terriblement le public américain qui a été tout autant que le public français, un peu traumatisé par la façon dont on a géré la crise Covid. Là, les révélations sur les recherches financées par les États-Unis au laboratoire de Wuhan vont demander des grands procès et une remise au clair de tout ce qui s'est passé à l'époque et de la façon dont ça a été très mal géré, là-bas comme ici. Antoine Fouché, à ce stade du débat, quel est votre regard? Comment vous regardez, au fond, ce grand ménage, la méthode Musk? Et puis, ce que vous nous dites là, Fabrice Ebelboin, il y a aussi, peut-être... Un nombre de scandales phénoménal. Des endroits où ça se discute de façon très légitime de savoir si... Des déstabilisation aux quatre coins de la Terre. L'USAID servait auparavant à la CIA pour déstabiliser une multitude de régimes politiques. Et là, les comptes sont sortis. Votre réaction? C'est sur ce point-là que je voulais insister en généralisant la question, c'est-à-dire... On assiste à un spectacle qui serait sans doute impossible en France, ou en tout cas on est estomaqué par ce qui se passe, mais je pense que la bonne question à se poser, et pour les Américains, et peut-être pour nous en se disant comment éviter que ça nous arrive, c'est comment se fait-il que quelque chose d'aussi agressif, d'aussi choquant, du point de vue par exemple de la séparation des pouvoirs, de la confusion des genres entre public et privé, est toléré par les Américains. Et donc, quel est le degré de colère dans la population que les élites en général et particulièrement démocrates n'ont pas voulu voir pour que cette action si agressive de Trump et de Musk soit au fond acceptée. Et considérée comme de la justice. Et considérée comme de la justice. Et donc c'est toutes les dérives que vous avez évoquées. Puis je trouvais que l'exemple de la tortue était assez intéressant parce que c'est à la fin, si on le dit de façon très simple, qu'est-ce qu'il y a de plus délirant qu'un milliardaire puisse s'asseoir sur la réglementation fédérale ou qu'on ne puisse pas construire un centre de lancement de fusée pour aller sur Mars à cause d'une tortue. Non, mais, on va laisser nos téléspectateurs je le dis de façon un peu après, volontairement provoque. Il y a des questions environnementales aussi dont il faut tenir compte. C'est sûr, mais la question, c'est la question, me semble-t-il, c'est la transparence des décisions qui ont été prises jusqu'à présent. Peut-être qu'il y avait de très bonnes raisons de ne pas mettre SpaceX à ce moment-là, mais à ce moment-là, il faut l'assumer que c'était pour des raisons environnementales et que donc on met l'environnement avant la puissance spatiale américaine. Alors, on va continuer à débattre. Marjorie, qui a été menée est assez transparente de ce point de vue-là, je vous rassure. Je vous propose, on continue à débattre. Je voudrais vous remontrer un reportage pour figurer, au fond, les conséquences directes des suppressions d'agences. L'USAID, c'est 43 milliards de dollars d'aide par an, 10 000 emplois directs pour aider 120 pays. Depuis sa suppression par décret, vous le savez, les ONG ont dû stopper leurs différentes opérations aux quatre coins de la planète. Illustration en France, avec cette association Solidarité Internationale à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Stéphanie Despierres avec les équipes de l'AFP. Stupeur dans les ONG du monde entier. La décision de Donald Trump a fait l'effet d'une bombe, comme dans cette association française Solidarité Internationale. Ok, donc on reprend notre réunion de crise sur la suspension des financements américains.
Ukraine, Syrie, Gaza, Soudan, Congo, Solidarité Internationale intervient partout sur la planète. Elle est spécialisée dans l'aide humanitaire d'urgence. Les fonds américains de l'USAID représentent 36% de son budget. Le directeur a donc fait ses calculs. Et on considère que chaque année, Solidarité Internationale vient en aide à plus de 5 millions de personnes. Donc si on fait le calcul, c'est assez simple. Vous allez vous retrouver à plus de 2 millions de personnes qui, du jour au lendemain, n'auront plus accès à notre aide. Ne pas prendre du tout en compte le fait qu'on parle de millions de vies humaines, c'est quand même fou. Pour compenser les coupes drastiques, l'ONG est déjà en quête d'autres financements. Les États-Unis, bien qu'ils aient un poids prépondérant, ne sont pas le seul bailleur humanitaire autour de la planète. Ils étaient à 42%, le deuxième c'est l'Union européenne. L'Union européenne c'est 8% des financements. Donc ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est évidemment aller voir les autres bailleurs de fonds et leur dire « aidez-nous à faire face à cette interruption brutale ». Il se prépare aussi à licencier une partie de ses 3000 salariés. Un juge américain vient tout juste de suspendre la décision de Donald Trump, de quoi donner un sursis à cette association, mais sans dissiper toutes ses inquiétudes. Voilà, et Bruno Donnet en parlait, ce juge, c'est Amir Ali, donc il vient de bloquer le gel des fonds américains de l'USAID. Ça veut dire qu'il peut être arrêté, Elon Musk, par ces différents juges. On parlait des procureurs également sur l'affaire du Trésor et du système de paiement. Est-ce qu'il est arrêtable par la séparation des pouvoirs, par le droit? Ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est qu'on se dit que, en France ou dans n'importe quel autre pays européen, effectivement, la première action, il y aurait eu une décision de justice pour tout bloquer. Là, on a l'impression qu'en fait, effectivement, les procureurs ont toujours au moins 3 temps de retard, que le temps, effectivement, alors là, effectivement, ils ont manifestement bloqué l'accès au compte du Trésor, mais en fait, les ordinateurs ont déjà été branchés, les possibles failles informatiques ont déjà été ouvertes. Alors ça, il faut bien expliquer, parce que même si ça date déjà de plusieurs jours, en prenant le contrôle du système de paiement du Trésor américain, les fameux Dodge Kids, ces jeunes Elon Musk addicts, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains exactement? Quels documents? Ils ont tous les documents de tous les fonctionnaires de l'État américain. Donc, la comptabilité des USA. Voilà. Ils ont l'intégralité les fiches de paye. Ils ont l'intégralité des données personnelles, surtout de tous les agents fédéraux. C'est ça. Et ils ont les données fiscales des citoyens américains. Absolument, ils ont tout. Le numéro de sécurité sociale. Vous savez qu'aux États-Unis, sans votre numéro de sécurité sociale, vous n'existez pas dans l'administration. Vous ne pouvez rien faire sans ce qui vous garantit votre identité dans l'administration américaine, c'est le numéro de sécurité sociale. Alors, donc ils ont les salaires, ils savent combien d'impôts payent chacun. L'accès à l'ensemble des données financières du multinational, sauf que là, c'est les États-Unis, c'est même pas une multinationale. Ils ont absolument tout et ils ont Palantir. Alors rappelez-nous Palantir. C'est l'une des sociétés qui a été fondée par Peter Thiel, premier soutien de la Silicon Valley de Donald Trump et ancien associé d'Elon Musk dans PayPal, et qui a intégré l'intelligence artificielle Grok récemment dans sa solution. Et Palantir est l'outil idéal pour faire de l'audit de tels flux financiers. C'est l'une des rares solutions sur Terre qui peut absorber autant de données financières pour réaliser des véritables audits. Et typiquement, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, quand Elon Musk parle d'un détournement de fonds, non, il n'y a pas de détournement de fonds. Fonctionnaires qui auraient récupéré de l'argent à partir de ces données, alors que son questions qui se posent. Il y a des cas qui sont... Mitch Buchanan, typiquement, était riche avant de... Donc, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres questions qui... La réalité, c'est qu'ils soulèvent des questions de façon un peu... avec un manque d'élégance certain, on va dire, que les community notes apportent certaines réponses. Alors, je pense vraiment à Buchanan, qui était richissime avant même de mettre les pieds là-dedans, et qui donc n'est pas soupçonnable de s'être enrichi. Avec ces données, qu'est-ce qu'il peut faire exactement? Les community notes, c'est un petit point de contexte, c'est intéressant, parce que c'est aujourd'hui... parce que vous êtes dans le bain panneau. Community notes, c'est aujourd'hui la façon dont, sur certaines plateformes, dont X et dont désormais les plateformes de Meta, on va pouvoir assurer une modération dans la mesure où les équipes de modération a priori et a posteriori des informations ou des posts qui passent par ces réseaux-là ont été mises à mal et mises à l'os chez Meta, comme chez X en l'occurrence. Donc les community notes, c'est la façon dont l'ensemble de la communauté des abonnés au compte et des participants de ces réseaux sociaux vont pouvoir aller abonder une information et faire du fact-checking. Alors, est-ce qu'en effet, tout un chacun peut être fact-checker? C'est encore une grande question et c'est aussi une question de philosophie. C'est arbitré par de l'algorithme et tout un chacun peut voter, mais il y a un arbitrage des votes
méthode qui est un peu sophistiquée. Ça semble délirant parce que vous êtes en train de vous suivre là. Ça veut dire quoi être fact-checker Fact-checker, c'est déterminer que telle à partir de ces données-là dont ils ont la possession. Alors non, là c'est vraiment sur la façon dont la communauté sur un réseau social va pouvoir en effet vérifier un fait ou pas. Et quand vous venez à la façon les informations en fait, c'est qu'il a sorti une demi-douzaine de noms en disant machin, truc et bidule se sont enrichis de façon étrange. Sur l'un d'entre eux, qui est le président de la... J'ai oublié son titre. Très clairement, il a été déterminé par cette approche collaborative de fact-checking que non, il était déjà riche avant de mettre les pieds dans l'histoire, donc il ne s'est pas enrichi. C'est quand même un peu la société de la délation, là, ce que vous décrivez. Oui, mais non, pas de la délation. Pas du tout de la délation. De quoi, alors ? C'est de la société où, fondamentalement, une des fonctions de base du journalisme contemporain, qui est de vérifier les faits qui sont rapportés au public, a été transférée à la population. C'est pas du tout les sociétés de la délation. Ce que fait Elon Musk se rapporte plus rapport avec la délation, où là, effectivement, il a balancé une demi-douzaine de noms, et à ce stade, il y aura des enquêtes. Il aurait été beaucoup plus élégant de commencer par là. Mais l'un des noms qu'il a balancé, effectivement, s'est avéré être une fake news. La personne ne s'est pas enrichie. Pour les 5 autres, on ne sait pas. Et il est évident qu'il y a eu des enrichissements personnels, vu qu'il n'y avait aucune surveillance comptable. Ça reste quand même assez sidérant. Franchement, c'est quoi ? On rentre dans quoi ? C'est quand même très angoissant, sachant que Elon Musk lui-même a dit, là, récemment, effectivement, dans la fameuse interview, on le voit avec son enfant X sur les épaules dans le bureau de Donald Trump, il a dit oui, effectivement, parfois, je raconterai n'importe quoi, parfois je me tromperai, mais c'est pas très grave. Donc, c'est-à-dire, je vais jeter, effectivement, sur la place publique des noms. Des fois, ça sera n'importe quoi, comme effectivement, je ne sais plus, les 50 millions de dollars pour acheter des préservatifs pour le Hamas. Bon, voilà, il dit peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est pas très grave. Données du Trésor, les systèmes de paiement, le système informatique, il y a 6 000 milliards de dollars générés par le Trésor, il y a les fonds de retraite publique, il y a le Medicare, il y a les salaires des fonctionnaires, maintenant il y a les données fiscales, bref, c'est toutes les données personnelles sur les fonctionnaires fédéraux. Alors, il y a un juge, reparlons quand même de cette information aujourd'hui, qui dit, et ça c'était pas aujourd'hui, c'était hier, qui dit, moi je gèle. Je reprends la main l'interdiction du contrôle par Musk du système de paiement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, cette décision de justice va s'imposer au Doge, comme vous dites ? Ça veut dire que pour l'instant, cette décision de justice suspend toute activité possible sur les systèmes d'information de paiement. Donc on lui reprend les données ? Pour l'instant, qui les possède ? C'est pas comme ça que ça marche. Il a les données aujourd'hui. Oui. C'est l'administration qui possède ces données, mais en l'occurrence, ça prévient tout participant ou membres de Doge au fait de pouvoir désormais faire de la saisie informatique ou d'aller chercher ces données-là, en tout cas pour le temps où le juge est en train de... Expliquez-nous, Fabrice Epelmois. Donc il a les données en tant que Doge, mais il ne peut plus s'en servir. Théoriquement. Oui. C'est-à-dire que c'est une telle masse de données, on ne la confie pas à des êtres humains, on les confie à des intelligences artificielles qui vont pré-trier des choses et typiquement déterminer des parcours financiers, notamment, pour revenir à l'USAID, avec des intermédiaires pour avoir des finalités qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'annonce la comptabilité des Doge. Il y a déjà eu plein de découvertes là-dedans. Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser encore l'IA pour faire des demandes, des prompts, sortir tel ou tel profil. À partir du moment où ils ont connecté le système comptable des États-Unis, pour faire simple, à des systèmes d'audit que j'imagine être Palantir, mais je ne vois pas très bien ce qu'il aurait pu utiliser d'autres, les données ont été récupérées. Donc ils peuvent contourner l'interdiction du juge. S'ils le veulent, oui, bien sûr. En tout cas, ils peuvent préparer les rapports qui, dès l'instant où l'interdiction du juge sauterait, seraient publiés dans la minute, alors qu'évidemment, ils ont été faits au préalable. Antoine Fouché, Emmanuel Botta. Ce qui est intéressant, je trouve aussi sur ce données-là, c'est qu'ils risquent d'être très vite pris dans leurs propres contradictions, parce que les données sont hyper sécurisées. C'est toutes les données fiscales sur les Américains. Ils les ont confiées, ou en tout cas, ils ont été mis dans les mains de, excusez-moi de le dire comme ça, mais de gamins qui... Oui, mais c'est du pain béni pour les services de renseignement étrangers. Et donc, là où ils risquent... Écoutez-vous. Là où ils risquent... Ouais, je ne suis pas complètement sûr. Pourquoi c'est du pain béni ? Parce qu'ils vont être hackés directement à partir du moment où les données sont dans un système de sécurité publique qui est conçu pour être complètement sécurisé vis-à-vis des services de renseignement étrangers qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'accéder à ça, à minima,
quand vous les sortez en partie ou quand vous branchez autre chose, vous créez une faille. Non, vraiment pas. Surtout si c'est du Palantir. Non, d'abord, ces gamins sont des gens de très haut niveau. Je ne sais pas si les services de renseignement ont la même sécurité. Palantir, ça a été utilisé par les services de renseignement. En l'occurrence, c'est la pièce maîtresse des services de renseignement. Donc vous dites c'est passer du trésor sécurisé au Doge sécurisé. Emmanuel Bottard. Il n'y a pas de risque que les Russes récupèrent. Parlons un peu de ces Doge Kids. Il y a quand même un profil dans les Doge Kids, en l'occurrence, Emmanuel le connaît aussi, dont le nom d'internaute est Big Balls, qui a été démis de ses fonctions l'espace de 24 heures, puisqu'on a retrouvé notamment certains témoignages sur certains réseaux sociaux de sa part, où il était totalement raciste, où il insultait toutes les communautés possibles et imaginables, dont la communauté indienne. Il avait peut-être 15 ans, mais en l'occurrence, c'est pas parce qu'à 15 ans on fait des choses sur Internet qu'elles ne reviennent pas dans la vie réelle. Il a pris des positions contre les Indiens. Il a été réintégré. Pour l'immigration génétique. Il a été réintégré dans les jours qui ont suivi avec la bénédiction de J.D. Vance, dont je rappelle que l'épouse, Usha Vance, est aussi d'origine indienne. Donc ça pose quand même certaines questions. Il faut aussi savoir que ce fameux Big Balls, encore une fois, a notamment été viré dans de ses premiers stages dans une entreprise de tech parce qu'il avait laissé fuiter quelques données qui ont été hackées par la suite. Oui, donc les Doge Kids ne sont pas infaillibles. Mais en fait, c'est très simple. Je ne sais pas moi si c'est Palantir, du coup, vous savez certainement plus que moi, mais dans le papier de Wire, qui est très bien, effectivement, qui décrit ces jeunes qui ont quand même entre 19 et 22 ans, 19 ans, c'est-à-dire des gens qui sont encore parfois, qui étaient stagiaires chez SpaceX un mois avant. Oui, certains ont été achetés dans le commerce des PC pour se plugger sur le système du Trésor américain. Oui, donc là, c'est sans doute la meilleure façon de faire d'un point de vue sécuritaire, de prendre son propre PC qui potentiellement est déjà préinfecté. D'un point de vue sécuritaire, moi je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Expliquez-nous, en gros, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi les derniers jours, ils sont arrivés au Trésor, très clairement, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas d'image. Ils ont connecté deux systèmes pour ensuite pouvoir faire l'audit sur leur système à eux. C'est ce que j'imagine être Palantir, parce que je ne vois pas très bien ce que ça pourrait être d'autre. Et à partir de là, une fois les données aspirées dans un système d'audit, pour faire simple, ils peuvent analyser tout ce qui se passe au niveau des flux financiers de l'État américain. Évidemment avec des outils d'intelligence artificielle, parce que les flux sont tellement gigantesques que l'être humain, le comptable traditionnel, ne peut pas appréhender une telle quantité de données. Et donc à partir de là, l'IA va explorer tout ça pour essayer de repérer des choses qui sortent de la norme. Mais d'un point de vue sécuritaire... Les Doge Kids font passer les entretiens, ils utilisent l'IA aussi, parce qu'au-delà même des données, ce sont ces jeunes d'Elon Musk qui vont au fond cibler et déterminer les contours des coupes budgétaires. Juste peut-être pour sortir de la technique, parce que bon, là on ne va pas déterminer effectivement quelle était la faille informatique, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas tous assez compétents, mais il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, effectivement, c'est qu'on n'est pas juste face à des jeunes informaticiens qui sont totalement fanatiques d'Elon Musk et qui veulent faire au mieux leur boulot. On est aussi effectivement, et là ça a été particulièrement le cas de celui qui a été pris en flagrant délit, avec des gens qui ont un logiciel libertarien extrêmement poussé. Donc, on va voir s'afficher Peter Thiel, on aurait pu aussi mettre Milton Friedman, l'économiste. C'est ça. Qui sont-ils? Si je résume, ce sont des gens qui pensent qu'il faut que l'appareil des toits soit le plus mince possible et que... En gros, ensuite, chacun doit se débrouiller. C'est un peu la loi du plus fort. Et même pour certains, on n'en parle pas très souvent, mais vous devez connaître aussi ça, c'est ce qu'on appelle le long-termisme, et qui est un peu dans la continuité, effectivement, de se dire, en gros, ce qui compte, c'est l'objectif final. Et ce qu'il y a avant, c'est un peu des dommages collatéraux. Donc tant pis, effectivement, il y aura des gens qui vont souffrir, il y aura peut-être des gens qui vont perdre leur emploi injustement, etc. Mais ce n'est pas grave si à la fin, on arrive au but ultime. Le but ultime d'Elon Musk, c'est de faire de l'homme un homme augmenté, c'est d'aller faire la conquête spatiale, etc. On en a déjà parlé. Et donc, il faut avoir ça en tête aussi, toujours. Et si je reviens sur l'USAID, qui est toujours le libertarianisme, pour eux, l'aide... ça c'est Ayn Rand, je ne suis pas sûr de bien prononcer, c'est la grande prêtresse du libertarianisme qui a fait ça, effectivement. Une philosophe américaine. Exactement, et historienne, qui a dit, en gros, l'aide, le don, c'est une forme de cannibalisme, parce que c'est un homme qui se nourrit sur un autre homme. Et donc, pour eux, l'aide internationale, il faut le comprendre comme ça, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi vouloir amputer une agence qui fournit 40% de l'aide internationale dans les camps, effectivement, de gens qui meurent de faim. Et pour eux, effectivement, il y a ce logiciel derrière, en arrière-fond, qui fait que
c'est pas les aider, quoi. Effectivement, c'est quelque chose de profondément malsain. Il y a deux autres choses qui viennent percuter finalement cette réalité quand on se parle là aujourd'hui le 14 février 2025. Il y a le fait qu'on a dit beaucoup pendant la campagne, et ça a été notamment reproché à Donald Trump par un de ses anciens chief of staff, qui disait que si Donald Trump arrivait au pouvoir pour ce moment-là, il n'y aurait plus d'adultes dans la pièce. Non seulement il n'y a plus d'adultes dans la pièce, mais il y a des ados dans les systèmes d'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en réalité, on va voir si cette théorie libertarienne appliquée de façon très méthodique aujourd'hui à la gestion d'un État, elle va porter ses fruits ou pas. Est-ce qu'elle peut avoir des effets négatifs sur l'économie? Elle peut avoir des effets négatifs totalement sur l'économie. En l'occurrence, par exemple, on va voir au fur et à mesure de ce qu'on est en train de découvrir dans cette mise en application. Mais 200 000 personnes sur le carreau, ça s'absorbe? Comment ça se C'est la première fois qu'on a affaire à... Il y a Javier Milei en Argentine qui a commencé quelques mois auparavant, mais sur un pays dont la taille n'a rien à voir et qui est très différent, et qui surtout dans une situation économique désespérée, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc on n'a pas la moindre idée d'où on va. Mais là surtout, ce qu'il faut encore une fois remarquer, c'est que la tronçonneuse américaine, elle n'est pas que prise avec de l'huile de coude, elle est empowerée par l'IA. Donc on est en train de voir de façon, encore une fois, sous nos yeux au fur et à mesure, donc on apprend un peu tous en marchant, la façon dont un IA porté par l'État, un État porté par l'IA va pouvoir fonctionner ou pas. Il y a aussi peut-être la fin d'une utopie qu'on va voir sous nos yeux, se dire qu'un État peut être géré comme une entreprise. Je ne suis pas persuadée qu'un État puisse être réellement associé à une entreprise. Or, c'est le mot de la fin. Exactement ce que Elon Musk est en train de faire. La tentation Musk en France, hier Jordan Bardella disait pourquoi pas un chef d'entreprise justement à l'efficacité gouvernementale. Est-ce que vous y croyez, Antoine Fouché, ou de toute façon nos situations, nos histoires, nos économies sont tellement différentes que ce serait juste un mot finalement qu'une vraie méthode? Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour l'instant, de toute façon, même si c'est spectaculaire aux États-Unis, ça n'a pas commencé à produire le début d'un commencement de résultats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la situation économique. Il y a des fonctionnaires qui sont partis, certes, mais est-ce que ça va pas être plus coûteux dans les mois et les années qui viennent? Quelle désorganisation ça va provoquer? Parce que je veux bien que le système sécurisé soit très sécurisé, mais le renseignement, c'est aussi des failles humaines. Pour gérer des données aussi sensibles que les millions de données sur les contribuables américains, mettre 5 gosses, de toute façon, c'est une faille dans les renseignements. Normalement, les personnes qui ont accès à ça sont des fonctionnaires qui sont testés avec des renseignements, des services de sécurité pour vérifier qu'ils n'ont pas de connexion, etc. Donc, de toute façon, c'est risqué. Donc, avant, je vais le dire de façon peut-être un peu provoque, peut-être que dans un an, Bardella dira le contraire, en disant, en fait, Musk, ça ne marche pas du tout, il est allé trop loin, etc., etc. Attendons les résultats pour savoir si ça marche. Et peut-être que ça va marcher, la preuve Milei. Mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt pour utiliser Musk autrement que comme un slogan très idéologisé. On s'arrête là pour le liquidateur. Je suis sûre qu'on le reverra parce qu'il n'a pas fini de nous faire commenter ses annonces et ses actions. Merci beaucoup d'avoir été sur LCP. Vous restez donc avec moi, Antoine Fouché, parce qu'il est temps à présent d'évoquer ce livre dont tous les politiques parlent. Il n'y a pas un déjeuner politique dans Paris, je peux vous le garantir, où sortir du travail qui ne paie plus aux éditions de l'Aube ne soit évoqué. Vous avez d'ailleurs rencontré Manuel Bompard, LFI, ou encore Gérald Darmanin, c'est dire l'éventail. Alors pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi il faut arrêter de taxer le travail? Et pourquoi pas faut-il décider tout ça par un référendum? Élément de réponse avec l'invitation d'Elsa Mondingava, Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite, Antoine Fouché, c'est parce que vous proposez un nouveau contrat social, une sorte de Big Bang populaire en faveur du travail. Travailler plus pour gagner plus. Je suis le candidat du travail. Moi, je crois au travail. Le travail, cette notion au cœur de tous les discours politiques, la base de votre essai, Antoine Fouché. Vous, le consultant en stratégie sociale, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail lors du premier quinquennat Macron. Vous en tirez un constat. Aujourd'hui, pour vivre 2 fois mieux, il faudrait travailler plus de 80 ans. Alors que le pouvoir d'achat stagne, les Français ont l'impression de toujours travailler plus. Depuis 40 ans, dites-vous, le financement de l'État repose exclusivement sur le dos des travailleurs, via les cotisations qui ne cessent de s'alourdir. Résultat,
Pour la première fois depuis 1945, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Les chiffres, les voici. Le travail est taxé 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites. Alors, s'installe un sentiment d'injustice chez certains. Gilets jaunes, révolte des agriculteurs. Antoine Fouché, ce soir, vous nous livrez vos propositions. Alors, au travail. Alors on va partir de votre constat de départ et il est alarmant. Pour la première fois, la génération actuelle sera la première depuis 1945 à moins bien vivre que celle de ses parents. La faute à qui ? Un peu tout le monde, à nous Français, parce que c'est issu d'une situation de choix collectifs qu'on a fait depuis 40 ans, gauche, droite confondus, et peut-être, et je vais détailler après très rapidement, mais et puis peut-être à la classe politique, là aussi un peu en général de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui n'a pas dit la vérité sur l'état du pays. Au risque d'être impopulaire depuis des décennies. Vous parlez d'un choix anti-travail. Oui, on a fait un choix anti-travail parce que et ça vient d'être très bien résumé dans le reportage dans l'enquête qu'on vient de voir juste à l'instant. On est le pays de l'OCDE qui a choisi de taxer le travail beaucoup plus que le reste. C'est quoi le reste? C'est l'héritage. Le travail 8 fois plus que l'héritage. C'est les retraites, 3 fois plus que les retraites. Et c'est que les revenus immobiliers ou les revenus financiers, à peu près une fois et demie de plus. Et ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons qui fait que pour la première fois depuis 1945, les gens qui bossent, que ce soit les salariés, les fonctionnaires ou les indépendants, n'améliorent plus leur vie en travaillant. Et puis les deux autres raisons de fond qui fait que le travail ne paye plus, c'est la désindustrialisation. On a fait la pire désindustrialisation d'Europe. Et ça, c'est un choix français. L'Allemagne en a fait un autre, la Suède en a fait un autre. Donc c'est nous, Français, qui avons fait systématiquement depuis 40 ans, d'avons choisi de donner la priorité à autre chose que l'industrie. Et c'est notre sous-investissement dans l'éducation et la formation. Et ça aussi, c'est un choix français, on le paye. Et quand on gagne 100 € aujourd'hui en travaillant, on n'en garde que 54, alors qu'on travaille toujours autant. On travaille toujours autant, et puis surtout pour le même travail, les mêmes 100 €. Il y a 30 ans, on en gardait 60. Et il y a 50 ans, on en regardait 70. Ouais, donc il y a un vrai sujet sur le travail qui, au fond, coûte trop cher et qui ne paye plus. Vous dites même que ce sujet-là, il est démocratique, que c'est un enjeu de démocratie, que les révoltes des Gilets jaunes ou encore la colère des agriculteurs récemment, c'est une forme de rupture de contrat social. Ce contrat qui fait que quand vous travaillez, au fond, vous n'avez plus des perspectives de gagner suffisamment, voire plus d'argent qu'avant. Oui, et les gens qui sont, enfin, les gens qui travaillent aujourd'hui en France, alors heureusement il y a quelques exceptions, mais majoritairement ils sont dans cette situation-là, c'est-à-dire que leurs parents, grâce à leur travail, ont vécu de mieux en mieux. Alors ils partaient de plus bas, hein, mais grâce à leur travail, ont vécu de mieux en mieux, et leurs grands-parents aussi. Et les gens qui travaillent aujourd'hui sont la première génération où c'est plus le cas, où avec son travail on vit pas mieux, dans certaines catégories même on vit moins bien qu'avant. Et si ça, me semble-t-il, c'est les gilets jaunes. Et les révoltes seront plus fortes encore ? Me semble-t-il, ou alors il faut qu'on se dise entre Français que notre contrat social, il ne repose plus sur le travail. C'est-à-dire que maintenant, même en travaillant, on va vivre toujours, pendant toute sa vie de la même manière, mais on va arrêter d'améliorer sa vie avec le travail. Or, on ne s'est pas dit ça entre Français. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on subit et ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé collectivement. Et comme on vit encore sur cette promesse, et je pense à juste titre, hein, c'est légitime de se dire que grâce à son travail, on va mieux vivre année après année, même un peu mieux vivre année après année, quand c'est plus vrai pour 25 millions des 30 millions de gens qui bossent en France. Il y a un énorme sujet. Il y a un énorme sujet. Il y a un sujet de remise en cause de la règle collective, parce que comme c'est la règle collective qui crée ça, quand vous êtes dans cette situation-là, pour les gens qui sont dans la pire situation, ils disent moi, la règle collective, je ne la respecte plus. Donc ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on fait? Vous proposez un véritable Big Bang fiscal, baisser les cotisations salariales de 100 milliards d'euros sur 5 ans. Oui, Comment? Alors, il y a le long terme et le court terme. À long terme, très vite, pour que le travail paye à nouveau, il faut réindustrialiser et augmenter notre niveau de compétence. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. Et à court terme, comme, contrairement à ce qu'on entend de temps en temps, il y a les entreprises, en fait, en France,
ne se gavent pas, pardon de l'expression, sur le dos des salariés, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de marge de manœuvre pour l'immense majorité d'entre elles, pour augmenter substantiellement les salaires. La seule manière qu'on a pour garder des boîtes compétitives et en même temps avoir des salariés bien payés, c'est de réduire l'écart entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux sur leur compte. Et comme cet écart, il n'a pas arrêté de se creuser, faut en renvoyer l'ascenseur dans l'autre sens et le dire, au lieu de le creuser, on va le réduire. Donc, vous compensez par une hausse de taxes ciblée sur quoi? Les dividendes, les successions, et tenez-vous bien, les retraités, même tous les riches. Retraités. 100 milliards d'euros de cotisations en moins, donc ça fait que pour aller vite, au rythme de progression des salaires des dernières années, ça ferait à peu près 30% d'augmentation de salaire sur 5 ans en net pour la majorité des gens qui bossent. Ça fait rêver quand on travaille. En fait, ça fait rêver, mais ça a été la règle pendant 40 ans, 50 ans en France. Donc ça nous paraît complètement inaccessible parce qu'on a changé d'époque, mais en fait, on retrouverait le chemin de croissance du niveau de vie grâce au salaire des années précédentes. Et comment on fait? Et des taxes, où alors, pour compenser? Alors, soit on fait les réductions de dépenses publiques, mais sur 100 milliards d'euros, en fait, on ne peut pas faire d'autrement que de changer de modèle social. Donc, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on peut garder le même modèle social et avoir un travail qui paye plus. Donc, on sollicite, vous les avez cités, ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant, dont les retraités les plus aisés, exactement. Quel est l'effort précis que vous allez leur demander? D'arrêter de dépenser toujours plus pour les retraites, en tout cas pour tous les retraités pendant 4 ou 5 ans. Parce que ce dont on n'a pas conscience, il faut avoir les ordres de grandeur en fait là-dessus. On a l'impression, oui, les retraités c'est normal, on augmente du niveau de l'inflation. D'abord, tous les salariés, ce n'est pas le cas. Tous les salariés n'ont pas une revalorisation du niveau de l'inflation. Donc, vous considérez que ce n'est pas juste, au fond, d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation, comme on les a préservées dans ce budget? Non, c'est même fondamentalement injuste de faire ça, parce que, encore une fois, les générations qui bossent aujourd'hui sont les premières qui n'améliorent plus leur vie en travaillant. Et les retraités, pour la première fois, c'est une moyenne, ont un niveau de vie équivalent ou supérieur à celui des actifs. Les pensions sont supérieurs, contrairement à ce qu'on dit, sont supérieurs aux cotisations qui ont été acquittées, parce que les retraités d'aujourd'hui ont eu 2 fois moins d'enfants que leurs propres parents, donc les cotisations retraite... Donc ils doivent davantage contribuer. Et vous avez tous, mais c'est intéressant. Attendez, je vous pose ma question parce que la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, elle a lu votre livre manifestement, puisqu'elle a fait cette proposition, faire contribuer les retraités les plus aisés. Elle a dit 2000, 2500 euros, aussitôt proposé, aussitôt enterré. Oui. Alors, mais c'est parce que, pour l'instant, c'est le signe d'un manque de courage assez général dans la classe politique là-dessus. Pourquoi? C'est facile de dire, parce que moi, je suis candidat à rien, donc je peux le dire de façon libre, je prends quelques tomates, mais pas plus. Eux, ils risquent de ne pas être réélus, parce qu'il y a 49 millions d'inscrits sur les listes électorales en France, 18 millions de retraités qui votent à 80%, ça fait 14 millions, et dès que vous avez un taux de participation autour de 60%, les retraités, c'est un votant sur 2. Donc il y a une forme de droit de veto générationnel des retraités aujourd'hui, mais c'est pas parce que ça existe. Droit de veto générationnel. C'est pas parce que cette expression. Mais je pense c'est factuel. Quand vous avez une génération qui représente un votant sur 2, donc il y a quasiment la majorité. Si cette génération-là vote un peu massivement dans le même sens, elle a un droit de veto. Et là où vous en venez, parce que c'est quand même important d'en parler, c'est que vous dites au fond, tous nos politiques, et quelque part c'est la logique, n'ont pas forcément le long terme en bandoulière. Ils ne pensent pas forcément à l'intérêt général du pays, ils pensent à leur réélection. Donc il faut consulter les Français sur ce sujet du travail pour qu'enfin ils permettent de payer plus. Vous proposez donc de recourir au référendum comme Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des éléments? Est-ce qu'il est possible que le président de la République, j'imagine qu'il vous a consulté, fasse un référendum sur le travail? L'ancien Premier ministre Gabriel Attal a repris l'idée aussi. Donc oui, c'est possible que ça se fasse simplement. Alors d'abord, pourquoi et est-ce que ça serait opportun? Pourquoi? Parce que, encore une fois, si le diagnostic est juste, qui est que le travail qui paie plus, c'est un choix de société français qu'on fait depuis 40 ans, c'est tellement important que ça mérite un référendum. Des choix de société, on n'en fait pas tous les ans, même tous les 10 ans, on en fait 1 ou 2 fois par siècle. Et donc si on veut faire un choix de société d'à nouveau, un travail qui paye, pour avoir l'énergie pour le faire et la légitimité, alors, il faut un référendum. La question, elle est simple. C'est voulons-nous refonder notre contrat social sur le travail?
Et après, derrière, sur quoi on est consulté? L'article 11, il est clair, c'est un projet de loi. Et dans le projet de loi, on pourrait très bien mettre ce que vous avez eu la gentillesse de rappeler, c'est-à-dire une baisse de cotisation salariale de 10 points, une stabilisation des retraites les plus aisées pendant 5 ans, une augmentation des droits, de la taxation des héritages les plus chanceux et une petite augmentation aussi de la taxation des revenus du capital immobilier et financier. Et ça rentre entièrement dans le champ de l'article 11. Maintenant, ce que moi, je pense que ce sujet, on ne remettra pas la France à l'endroit, ou pour le dire autrement, on ne stoppera pas le déclin français si on ne remet pas la question du travail au cœur de notre contrat social. Il n'y a pas de pays qui arrive à maintenir son rang dans le monde, à créer, sans que le travail soit le principal facteur qui explique la distribution des richesses, qui permette à chacun de vivre mieux, etc. Et donc, si jamais on a un référendum sur le travail, il faut absolument que ce soit les Français qui soient mis devant leurs responsabilités et il faut absolument que ça soit totalement dépersonnalisé. Parce que le président, il est très impopulaire. Vous pensez que c'est possible? Et donc, à condition, il faut, me semble-t-il, de toute façon, il est souverain, c'est lui qui décidera, mais s'il va sur cette question-là, il faut absolument la dépersonnaliser parce que c'est trop important pour l'avenir du pays et c'est beaucoup plus important que son avenir personnel à lui. Bon, écoutez, s'il le fait, vous reviendrez, j'espère. Merci beaucoup, Antoine Fouché. Sortir du travail qui ne paie plus, vous l'avez compris. Ce livre contient des propositions regardées de très près par l'ensemble de la classe politique. Vous restez avec nous parce que c'est l'heure de la séance de rattrapage, le décryptage de la semaine à l'Assemblée. Pour terminer. Et comme tous les vendredis, c'est un grand plaisir de retrouver David Revaud-Dallon. Bonsoir David, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle. Jean-Baptiste Daoulas du service politique de Libération. Bonsoir Jean-Baptiste. Et ma consoeur et amie Elsa Mondingava d'LCP aux manettes des questions au gouvernement chaque mardi et mercredi sur notre antenne. On rembobine la semaine en commençant par ça. M. Ferrand n'a aucune compétence pour accéder à cette présidence. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique. Alors de quoi on parle, Elsa? On parle de Richard Ferrand. Alors cochez bien dans votre agenda la date de mercredi. Mettez vos réveils parce qu'il est auditionné à 8h30 à l'Assemblée. Richard Ferrand, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est le candidat que propose le président de la République, Emmanuel Macron, pour la présidence du Conseil constitutionnel. Il est donc auditionné par la commission des lois de l'Assemblée, puis il file au Sénat, même exercice devant les commissaires aux lois du Sénat. Et donc, pour que sa nomination soit validée, il ne faut pas que 3/5 de ces députés et sénateurs votent contre. On l'a vu à gauche et chez Marine Le Pen, ça ne convainc pas. J'ai envie de dire, c'est un peu le jeu aussi, mais ça ne convainc pas forcément à droite. Et il faut vraiment que les députés, les sénateurs de droite votent pour Richard Ferrand pour que ce ne soit pas un camouflet pour le président de la République. Ça sent le roussi pour Richard Ferrand. Vous pensez qu'elle ne pourrait ne pas être validée, cette nomination présidentielle? En tout cas, on sent une sorte de début de vente panique du côté de l'Élysée et des macronistes, où avant, on nous expliquait en off que globalement, il y avait une sorte de deal entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui serait engagé à ce que ça se passe assez élégamment, que Richard Ferrand ne soit pas mal accueilli par les sénateurs LR. Et en fait, nous, on a quand même passé des coups de fil du côté des sénateurs LR. Et il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, le disent en on, nommément, disent en fait, Richard Ferrand, ça ne nous va pas parce qu'on estime qu'il n'a pas les compétences, qu'il est trop proche du chef de l'État, que ce serait le troisième très proche d'Emmanuel Macron qui serait nommé depuis 2019 au Conseil constitutionnel. Et donc, ils disent qu'ils vont voter contre, ou alors s'ils ne sont pas déjà décidés à voter contre, qu'ils attendent vraiment de pied ferme l'audition de Richard Ferrand, et que si elle n'est pas convaincante, ils voteront contre. David Revaud-Dallon, il a péché par optimisme, le président de la République? Sans doute un petit peu, et c'est vrai que Richard Ferrand s'est un peu réveillé, il a commencé à mener une campagne et surtout à bosser à plancher sur ses dossiers. Il y a quand même un peu de mauvaise foi, il faut le dire, de la part des opposants qu'on a entendus tout à l'heure, parce que c'est un grand classique que le président de la République, surtout vers la fin de son mandat, nomme un proche, ça a été dit, Debré, Jean-Louis, je me trompe sur le prénom, pour Jacques Chirac, Roland Dumas
Dumas pour François Mitterrand et Laurent Fabius pour François Hollande, qui étaient tous trois présidents de l'Assemblée nationale, comme Richard Ferrand. Alors c'est vrai qu'à la différence de Fabius, qui était au Conseil d'État, et de Debré, qui était magistrat, il n'a pas de compétences juridiques particulières. Donc ça se complique un peu, mais si je devais mettre une petite pièce sur une issue, je pense quand même que c'est très compliqué d'avoir 3/5 à la fois à l'Assemblée, en commission des lois et au Sénat, qui votent contre. Donc je pense que ça va passer ric-rac, mais que ça va passer. S'il était retoqué, ce serait ce serait catastrophique, mais surtout, en fait, chaque voix va compter. Et là, d'après les informations qu'on a, du côté des sénateurs, RDPI, donc le groupe macroniste à l'Assemblée, ils sont 3 dans la commission des lois à voter. A priori, il y en a 2 qui sont absents, pour d'autres raisons qui ne seraient pas à Paris. Il y en a d'autres qui, aussi côté Assemblée... Ils ont piscine. Non, mais en fait, chaque voix va compter. Et en fait, vraiment, sur une ou 2 voix, potentiellement, ça peut être un accident industriel. Antoine Fouché, le prochain président du Conseil constitutionnel va avoir un rôle déterminant. Il y a une question prioritaire de continuité qui arrive sur Marine Le Pen, son éligibilité, sans compter que si la présidentielle elle était élue, alors là, il pourrait y avoir des questions très importantes. Est-ce que c'est un bon choix, Richard Ferrand ? Et du point de vue indépendamment de la personne de Richard Ferrand, du point de vue de la nécessité d'avoir des institutions, notamment judiciaires, absolument irréprochables, la proximité qu'il a avec le président historique est plutôt un point faible du point de vue de l'intérêt général plutôt qu'un point fort. Et c'est pas faire insulte à Richard Ferrand que de le dire, et encore une fois, indépendamment de ses compétences juridiques, parce que l'un des problèmes démocratiques qu'on a en ce moment, c'est la confrontation entre l'exécutif et le judiciaire, et c'est pas propre à la France, c'est avec un pouvoir judiciaire qui est accusé de rogner petit à petit, et pas complètement à tort, accusé complètement à tort, je veux dire, de rogner sur les prérogatives de l'exécutif. Donc il va y avoir une confrontation, Rassemblement national ou pas, elle existe déjà, cette confrontation, et donc il faut vraiment, pour que démocratiquement ça se passe le mieux, dont la légitimité soit... Et absolument. Alors, vous avez raison de rappeler qu'il est tout à fait légitime à être candidat, mais la proximité, ce qui était possible, pour reprendre l'exemple de Dumas, peut-être, ce qui était possible il y a 20 ans, n'est plus possible aujourd'hui. Ça n'a pas le même sens aujourd'hui. David. Voilà. Vous avez raison sur le fait qu'on est dans une configuration un petit peu nouvelle. Après, la question a toujours été de savoir si le Conseil constitutionnel faisait du droit ou de la politique. Un peu des deux. Et un peu des deux. Dans les dernières années, la question s'est posée pour la loi immigration, pour la loi, la réforme des retraites. Souvenez-vous, avec cette photo incroyable où les gendarmes mobiles et CRS étaient obligés de protéger l'institution de la rue de Montpensier. Mais il y a quand même eu des décisions éminemment politiques. Je pense à la validation des comptes de campagne de Jacques Chirac, ou encore à l'affaire des faux électeurs, souvenez-vous, de Jean Tibéry, où c'était Roland Dumas à l'époque, qui n'était pas forcément à droite, mais qui avait validé le dossier alors qu'il y avait eu fraude évidente. Il faut qu'on avance, les amis. La suite, c'est ça. 49-2. Elsa. Alors, on connaît le 49.3 et donc chaque 49.3 donne le droit aux députés de faire une motion de censure. Le 49.2, c'est donc l'alinéa qui est juste avant. C'est ce qu'on appelle une motion de censure spontanée, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un dixième des membres de l'Assemblée la signe. Ils peuvent en signer 3 par session pour dire qu'ils veulent renverser le gouvernement. Les socialistes vont le faire, ils vont déposer leur motion lundi. Voilà, c'est eux qui la demandent. Mercredi, exactement, les socialistes le font sur la question des valeurs et le font aussi un peu parce qu'ils n'ont pas renversé le gouvernement sur le budget, donc ils veulent quand même dire qu'ils sont dans l'opposition, qu'ils ne sont pas complètement d'accord. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que prévu pour eux, puisque on ne sait pas comment ça peut se dérouler finalement. Oui, alors il faut rappeler, au fond, c'est comme ça qu'Olivier Faure a obtenu la non-censure de son groupe, non-censure de François Bayrou, motion de censure après quoi ? Des mots qui ont fâché. Oui, c'était des mots sur le sentiment de submersion migratoire. C'était les mots que François Bayrou avait employés dans sa grande interview sur LCI, juste avant la première motion de censure. Des mots qu'il a refusé de retirer, pour lesquels il a refusé de s'excuser, malgré la bronca des socialistes. Donc, cette motion de censure, elle va vraiment porter sur ces thèmes-là. Est-ce qu'elle a une chance d'être adoptée ? Alors, c'est là qu'il y a quand même, là encore, une inquiétude qui monte chez certains soutiens de François Bayrou. C'est de se dire qu'effectivement, Jordan Bardella, encore hier sur France 5, disait qu'il était d'accord avec le terme de submersion migratoire. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il vote la motion. Mais il disait aussi, peut-être que demain ou après-demain, si c'est l'intérêt du pays, on pourrait voter une motion de censure. Et chez certains soutiens de François Bayrou, on se dit aussi, finalement, ça va être le seul moment où les socialistes, a priori, pour les prochains mois, vont voter une motion de censure. Donc, c'est le seul moment où le RN
est en position d'arbitre. Donc de manière assez cynique, s'ils veulent un peu renverser la table et continuer à fragiliser le président de la République, ils ont intérêt à la voter. Ils vont attendre la dernière minute, comme d'habitude. David, il y a un effet Betaram aussi qui peut s'inviter dans cette censure spontanée des socialistes. Rappelez-nous l'affaire. L'affaire, c'est évidemment, en 2 mots, en 2 mots, cette institution scolaire où visiblement il y a eu des violences et des agressions sexuelles, voire plus, avec des procédures judiciaires. Et François Bayrou, qui avait visiblement connaissance de l'affaire, a expliqué à plusieurs reprises et s'est un peu enferré dans une défense sur laquelle il ne savait rien. Je ne crois pas que le Rassemblement national, même s'il y a des tentations, le RN en réalité il est divisé. Il y a une partie du RN derrière Marine Le Pen qui est plutôt pour stabiliser la situation parce que tout simplement l'opinion ne souhaite pas en ce moment, contrairement à ce qui s'est passé en décembre au moment de la chute de Barnier, ne souhaite pas une chute de Bayrou. Mais il y a aussi quelques bouts de feu, et non des moindres, puisqu'il y a Sébastien Chonu, Jean-Philippe Tanguy qui, eux, souhaitent faire feu de tout bois et se positionner sur quelques motions de censure que ce soit. Mais là, ça sera quand même le monde à l'envers que le RN vote une motion de censure déposée sur le terme de submersion migratoire. Mais attention, parce que vous avez raison de rappeler qu'il y aura quand même d'autres occasions, et notamment à la fin du conclave sur les retraites, il va y avoir un projet de loi. Et si la réforme n'est pas abrogée, là, eh bien, c'est la fin du boulevard et peut-être le bout du tunnel et toutes les oppositions pourraient se coaliser. Ce sera un moment charnière, évidemment, pour François Bayrou, s'il est toujours aux manettes à Matignon. Merci beaucoup pour ce décryptage. On va la suivre, évidemment, sur LCP cette semaine importante qui vient. Merci à vous, Antoine Fouché. Sortir du travail qui ne paie plus, c'est à lire aux éditions de l'Aube. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine.